Vous venez d'Ukraine, vous y étiez il y a quelques jours. On va en parler dans un instant, mais d'abord la politique. Si vous le permettez, le président Macron a reconnu hier soir les fractures montrées par les législatives. Il a donné 48 heures aux oppositions pour savoir si elles comptaient coopérer avec lui. Est-ce que c'est le signe que le président a bien compris le message que lui ont envoyé les Français, Bernard-Henri Lévy? Oui. Vous êtes sûr? Pourquoi pas, naturellement. La situation est claire, il a la majorité, elle n'est pas suffisante, relative, elle n'est pas suffisante pour gouverner seul, il s'adresse à l'opposition, il lui dit vous avez le choix, ou bien on gouverne ensemble au cas par cas, ou bien on fait un gouvernement d'union nationale, mais ça dépend, c'est pas lui qui va décider à la place des opposants. Donc hier soir, il s'est adressé aux républicains de probité, aux gens de gauche qui n'ont pas été complètement maraboutés par la NUPES. Et je trouve qu'il a bien fait de le dire ainsi. 89 députés Rassemblement National, personne ne s'y attendait. C'est un signal clair, non? 72 députés France Insoumise aussi? Ah oui, c'est un signal clair et surtout très inquiétant. Oui, ce sont les deux visages de la France rance, de la France qui n'aime pas la France, qui ne s'aime pas elle-même, qui tourne le dos à ce qu'elle a de grand. Et c'est vrai que je n'imaginais pas, il y a 10-20 ans, voir un jour ça. C'est-à-dire ces deux blocs extrêmes et qui sont à bien des égards jumeaux. Vous les mettez dos à dos. Enfin, pour vous, c'est comparable, le Rassemblement National et la France Insoumise? Oui, parce que c'est la même haine de la liberté, c'est la même méfiance vis-à-vis de la démocratie, c'est par exemple la même admiration pour Poutine, c'est la même soumission devant, même si les uns s'appellent les insoumis, devant les tyrannies d'aujourd'hui, c'est la même fermeture sur soi. Oui, il y a quelque chose de très semblable, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon a fait huer votre nom devant l'Élysée-Montmartre dimanche soir, à l'issue du second tour des législatives. C'est le signal de quoi? Le symbole de quoi pour vous? Oui, c'est ce que raconte, je crois, Saïd Maran dans Le Point. C'est le symbole de quoi? De ça, du fait qu'il perd les pédales. Vous savez, quand le succès vous monte un peu trop à la tête et que vous êtes saisi par ce que les Grecs appelaient l'hubris, en général, on fait des bêtises. Ça, c'est une bêtise. Faire huer mon nom par une foule de ses partisans, comme ça, devant, c'est pas malin. Recevoir Jeremy Corbyn, leader anglais antisémite aussi? Ah oui, mais ça, c'est en effet les deux Daniel, Obono et Simonet, qui non seulement l'ont reçu, mais qui ont dit que la présence de Corbyn leur faisait honneur. Corbyn, c'est le visage de l'antisémitisme dans la gauche européenne. C'est pour ça qu'il a été écarté de la direction du parti. Donc c'est pas bien là aussi, c'est un mauvais signe. Jeremy Corbyn n'est pas un homme honorable. Quand il y avait des duels RN-NUPES, 72% des électeurs d'Emmanuel Macron se sont abstenus. Ça aussi, c'est une responsabilité qu'il faut partager? Écoutez, moi ce qui me choque le plus, vous savez, c'est Mélenchon qui s'adresse aux électeurs, pendant la campagne, hein, là dont vous parlez, qui s'adresse aux électeurs de Marine Le Pen, les fachos pas fâchés, en leur demandant de le rejoindre. Ça, je n'avais encore jamais vu ça dans les dernières années. Un homme prétendument d'extrême gauche qui va draguer aussi éhontément, qui va faire le trottoir pour le coup de manière aussi vulgaire chez les gens du Rassemblement National. Ça, c'est l'événement vraiment symbolique et grave de cette séquence. Et quand Gérard Larcher, le président du Sénat, demande que la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, poste stratégique, eh bien que ce poste revienne au Rassemblement national, qui est le premier parti d'opposition, ça vous choque ou juste ce sont des élus démocratiquement désignés par les Français? Ils sont démocratiquement désignés, mais cela me choquerait qu'ils aient en effet la présidence d'une commission aussi stratégique, parce que ça, c'est pas la loi, hein, c'est un usage républicain. La loi, on n'a pas le droit de la changer, ça va sans dire. Un usage républicain, ça peut se changer. Et je crois qu'en effet, mettre des irresponsables qui ne savent pas gérer, qui n'ont pas le sens ni le désir de l'intérêt collectif à la tête d'une commission aussi importante, ça ne se fait pas.
et il ne convient pas de le faire. Est-ce que la Ve République est en danger? Ou est-ce que nos institutions, qui en ont vu d'autres, vont résister et vont s'adapter finalement à cette situation inédite? Je suis convaincu qu'elles vont s'adapter et qu'elles vont résister. Vous savez, il y a un très beau texte d'une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt qui dit que la politique, c'est comme le piano, c'est une affaire de virtuosité. Il faut du courage, il faut du caractère et il faut de la virtuosité. Eh bien, aujourd'hui, ce dont il faut que le président de la République, les leaders de l'opposition LR qui n'ont pas démérité, qui sont vaillants, qui se sont opposés au Rassemblement national, ceux des socialistes qui vont échapper à cette espèce de mâchoire absurde de la NUPES, ceux-là, il faut qu'ils fassent preuve de virtuosité. C'est ça aussi la politique. Et la virtuosité, ça peut permettre, selon Hannah Arendt, de gouverner un grand pays. Très bien, donc affaire à suivre dans les prochaines semaines. Est-ce que le président Macron a fait une erreur de se rendre en Roumanie, en Moldavie et puis en Ukraine en pleine période électorale? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce qu'il n'a pas perdu des voix à ce moment-là? Peut-être, mais il a tellement eu raison du côté de l'histoire. Hein, et on en a tellement assez des gens qui mesurent les grands enjeux de la planète à l'aune du compteur électoral. Il a peut-être perdu des voix, mais il a renforcé l'Ukraine, il a renforcé le monde libre, il a donné un signal, enfin, magnifique au monde sur la vocation de la France. Non, il a eu raison. On est au 118e jour de guerre en Ukraine avec des destructions absolument effrayantes dans l'est du pays. Les Européens, vous le savez, multiplient les gestes envers l'Ukraine. Unanimité quasiment pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Les 27 vont donner le feu vert pour l'Ukraine et la Moldavie d'ici quelques heures. Il y a le chancelier allemand Olaf Scholz qui appelle un plan Marshall pour reconstruire l'Ukraine. Est-ce qu'on peut parler reconstruction alors que la destruction est encore à l'œuvre et que le pays est en proie à l'invasion russe? C'est bien qu'il parle de reconstruction, mais en effet, d'abord, pour l'instant, il faut aider les Ukrainiens à gagner la guerre. C'est ça l'urgence, parce que moi j'y ai passé beaucoup de temps depuis le début de cette guerre. J'ai tourné un film, un documentaire sur le terrain avec mes camarades, une petite équipe française, et on a vu ça. La guerre n'est pas finie, elle est au contraire en train de s'embraser. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des mômes qui meurent tous les jours. Il faut que ça s'arrête, ça. Et pour que ça s'arrête, il y a une seule solution, c'est qu'on stoppe les Russes, qui sont les auteurs unilatéraux de cette monstruosité. Et pour ça, il faut aider les Ukrainiens à les battre. C'est aussi simple que cela. On va regarder un tout petit extrait de votre film qui sera diffusé sur Arte le 28 juin. In a matter of days, we will die. Mostly all of us. Il n'y a pas deux options, il y en a une. Que Poutine recule, capitule. Leur guerre est notre guerre. Leur défaite serait notre défaite. L'Ukraine ne peut pas perdre, mais il faut l'aider à gagner. Comment l'aider? Plus la France livre des canons, César, l'Allemagne aussi. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller sans entrer dans la cobelligérance? Il faut l'aider davantage, il faut livrer davantage de canons. La France des canons César, les Anglais des missiles Harpoons, les Américains des Enlove ou des javelines qui permettent de résister aux tanks, des armes de plus longue portée. Vous savez, il y a une seule idée fixe qui devrait nous animer, ce massacre doit cesser et ce forcené, ce tyran dont le vrai plan est de déstabiliser l'Europe et de déstabiliser la démocratie, c'est-à-dire Poutine, il faut le stopper. Voilà. Vous savez, il y a des fois dans l'histoire où la boussole est simple, il y a beaucoup de situations complexes, celle-là, elle n'est pas complexe. Il y a un homme qui a déclenché l'invasion d'un pays souverain, qui commet des exactions qu'on n'a pas vues depuis 75 ans sur le continent européen. Moi, vous savez, j'ai vu Boutcha, j'ai vu Mykolaïev, j'ai vu ces villes détruites. Boutcha, ce sont ces exécutions sommaires dont vous avez tous parlé. Je vous promets, Laurence Ferrari, que ce soit moi, mes camarades Marc Roussel, Olivier Jacquin, on n'est pas sorti pareil de ça. Vous voyez, de ce filmage-là. Donc, il faut arrêter ça.
Et arrêter ça, c'est renforcer les Ukrainiens. Est-ce qu'Emmanuel Macron a tort quand il dit qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine? Tôt ou tard, nous aurons à négocier avec lui. Tard, oui. Tôt, non. Aujourd'hui, il n'y a rien à négocier avec Poutine. Aujourd'hui, tant qu'il ne s'est pas retiré dans les frontières d'avant le 24 février, tant qu'il n'a pas capitulé, tant qu'il n'a pas entendu la voix du monde qui le condamne, il n'y a rien à négocier. Voilà. On aurait... Est-ce que vous auriez imaginé en 1943 de dire qu'il faut négocier avec Hitler? Non, il fallait battre Hitler. Bien. Poutine, c'est pas Hitler. Enfin, c'est le visage du fascisme d'aujourd'hui. C'est le visage du fascisme d'aujourd'hui. Donc, il n'y a rien à négocier. Il faut le battre. D'accord, mais le président Macron a tort donc de dire qu'il faut parler avec lui, que la voie de la diplomatie soit quand même ouverte pour tenter de résoudre... Le président Macron a raison quand il dit à Kiev, et il a dit de manière très claire, qu'il faut aider l'Ukraine à vaincre et à gagner cette guerre. Là, il a totalement raison. Vous avez beaucoup interrogé le président Zelensky, qui d'ailleurs va quitter son pays pour la première fois depuis le début de l'invasion. Il se rendra au sommet du G7. Il est le héros de votre film. Et vous l'avez rencontré avant son élection même. Comment la mue entre l'amuseur public s'est faite en chef d'État? C'est un miracle profane et c'est quelque chose de très inédit. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. J'ai été dans beaucoup de situations de guerre, j'ai couvert beaucoup de guerres, en Bosnie, en Afghanistan. Je n'ai jamais vu ça. Un homme à ce point saisi par l'histoire, par le destin de son peuple, l'incarnant et devenant à ce point plus grand que soi, comme Zelensky, c'est vrai que c'est quelque chose de totalement inattendu, auquel personne ne s'attendait. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai vu en effet cette mue s'opérer. Et vous savez, il y a un moment dans la vie d'un grand homme, et Zelensky est un grand homme, où tout se décide. Il y a eu un instant, c'est le jour où, tout à fait au début de la guerre, où Joe Biden lui a proposé une exfiltration et où il a eu cette réponse. Genre de choses qu'on peut trouver chez Plutarque, chez les auteurs grecs et les vies des hommes illustres. Il a dit... Monsieur le Président, je ne vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des munitions. Ben, cette phrase-là, elle a tout fait basculer. Son destin, celui du peuple ukrainien, qui s'est reconnu dans ce jeune homme vaillant et magnifique, et peut-être les États-Unis et l'Europe qui ont changé de politique. Est-ce que finalement Poutine ne mise pas sur la lassitude des opinions occidentales, voire la colère, parce que l'impact des sanctions économiques va se faire sentir, il se fait déjà sentir, il va l'être de plus en plus. Et Poutine se moque de nos démocraties faibles, il dit leurs opinions vont les forcer en fait à faire machine arrière. Il ne se moque pas, il les méprise et il les hait. Il nous méprise, premièrement. 2, c'est un maître chanteur. Il a 3 armes. 1, le gaz. Il fait chanter les Allemands, le reste de l'Europe. Le blé, il voudrait affamer la planète. Holodomor, la grande famine du début des années 30 mondiale. Il aimerait déclencher ça. Et l'arme nucléaire. Donc bien sûr, il se conduit comme un maître chanteur. Après, toujours pareil, est-ce qu'on cède au chantage ou pas? Nous, les opinions. J'espère que non. Et en tout cas, si avec mes compagnons d'équipée, si nous avons décidé, et avec Arte, de terminer ce film si vite, de le diffuser si vite, c'est évidemment pour ça. Parce que je sens bien que les opinions sont fragiles. Je sens bien qu'il suffit d'un peu de Le Pen et d'un peu de Mélenchon pour que d'un seul coup l'Ukraine retombe loin dans la hiérarchie des nouvelles. Et ça, ce serait horrible. Donc, il nous appartient aux uns aux autres, moi en tout cas à ma très modeste manière, de lutter contre cette tentation de la résignation, de l'abandon. Bernard-Henri Lévy, Pourquoi l'Ukraine sur Arte le 28 juin. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.